En fait, bon, vous aurez remarqué que ce n'est pas un sujet qui est au cœur de nos thématiques de recherche. Mais par contre, j'ai proposé à Quentin de présenter parce qu'il a pas mal de questions sur les données, les modèles, etc., qui peuvent résonner avec ce qu'on fait ici. Merci. Du coup, bonjour à toutes et à tous et merci de m'écouter, de me recevoir. Pour parler, c'est vrai, de quelque chose qui, a priori, n'a pas un sujet qui n'a pas grand-chose à faire ici, mais peut-être un sujet qui est travaillé en interdisciplinarité et peut-être qu'en effet, ça pourra résonner avec certaines de vos pratiques et de vos questionnements autour de la production de données, autour des objets que vous étudiez et autour des questions de modélisation. Donc, peut-être, pour introduire le contexte de ma thèse, le meilleur moyen, c'est d'abord de me présenter. Donc, moi, j'ai eu une formation initialement littéraire en sciences humaines et j'ai eu une formation en histoire de l'art ensuite, une double formation d'une certaine façon, puisqu'elle était d'une part tournée vers la recherche à l'Université Paris 1 et d'autre part vers les musées et la conservation, donc à l'École du Louvre. C'est à la Sorbonne que je me suis spécialisé sur les questions spécifiquement d'histoire de l'art, sur l'iconographie religieuse et la peinture en Italie au XIVe et au XVIe siècle, et aussi sur les questions de circulation d'images et de motifs, tandis qu'à l'école du Louvre, c'est plutôt en fait de l'histoire de l'art appliquée, donc au monde des musées, à la conservation, etc. Et là, j'ai d'abord travaillé sur des questions d'historiographie, c'est-à-dire, c'est pour l'histoire ou l'histoire de l'art, l'historiographie, c'est comment est-ce qu'on fait le discours, comment est-ce qu'on produit un certain discours sur la réalité historique, pourquoi de cette façon, à ce moment-là, en fait, c'est un peu de l'histoire de l'art. Euh, et j'ai fait de l'historiographie en particulier à l'occasion d'un mémoire où j'ai travaillé sur la redécouverte d'un peintre, comment en fait cette redécouverte intervenait dans un changement de considération de l'art d'une certaine région par rapport à une autre. Et en fait, vous allez voir que même si je travaille sur les données, c'est toujours dans une perspective historiographique, c'est-à-dire pour étudier le discours qui est produit par l'histoire de l'art. Et c'est donc à l'école du Louvre, là où c'est plutôt de l'histoire de l'art appliquée, que j'ai fait un second M2 où je me suis pris de passion pour la programmation, après des prépa littéraires, donc ça a surpris un petit peu les gens. Euh, et c'est à l'occasion de ce M2 que j'ai fait un stage en fait dans un organisme de recherche spécialisé donc dans un mot un peu magique qu'on prononce en sciences sociales de nos jours, c'est les humanités numériques. En fait, c'est un champ un peu flou. Il y a aussi des fois des effets de com, mais en fait, c'est le champ un peu flou l'application de méthodes informatiques à des questions propres aux sciences humaines et sociales. Et moi, en fait, comme j'avais travaillé sur la circulation des images, je m'étais dit, bah, ce serait super de pouvoir. Est-ce qu'on peut représenter la circulation des images en produisant des données à partir des objets patrimoniaux qu'on connaît, quoi. Et donc, en fait, mon projet de stage, c'était une carte qui représentait la circulation d'un motif iconographique, donc un certain type de vierge à l'enfant, euh, qui a toujours été pensé justement par rapport à l'endroit d'où il venait, à quel endroit il s'était retrouvé, etc. C'est un motif qui s'est beaucoup diffusé, mais c'est un motif qui est en même temps très spécifique. En gros, pour faire simple, c'est une vierge à l'enfant. Au lieu d'être assise sur un trône, elle est assise par terre. Normalement, les vierges à l'enfant, elles sont souvent assises sur un trône en majesté, ça s'appelle. Et là, la Vierge d'humilité, elle est assise par terre. Donc, c'est un truc assez diffusé, mais en même temps assez bizarre à l'échelle de l'histoire de l'art. Donc, je me suis dit, c'est un motif assez facile à circonscrire. Euh, et donc, effectivement, bah, on voyait des choses intéressantes. Vous voyez ici cette espèce de bras là qui part de Florence, qui va jusqu'en Croatie, avec effectivement des formes qui se ressemblent un petit peu. Mais en produisant ces données-là, bah, en fait, je me suis confronté à plein de problèmes. Ce que j'ai appris plus tard, c'est qu'il y a plein d'institutions patrimoniales qui se sont déjà confrontées à ces problèmes-là. Mais c'est très difficile, en fait. Contrairement à vous qui produisez des données, par exemple, vous allez avoir une expérience, vous allez relever, je ne sais pas moi, la température, etc., ce genre de choses. Les données produites sur des objets patrimoniaux, bah, en fait, il y a aussi des données scientifiques, hein, pas des données issues des sciences expérimentales, mais là, les données que moi j'avais produites et sur lesquelles je travaille, c'est en gros la description des œuvres, la description de ce qu'il y a dessus, etc. Et en fait, c'est très difficile à catégoriser.
Euh, mais ce qui est intéressant, en fait, c'est que en se confrontant à ce problème de production de données, on se confronte au problème de la catégorisation des objets, de l'attribution des objets. Et ça, c'est une question, en fait, qui est constitutive de l'histoire de l'art. C'est ça le paradoxe, c'est qu'en fait, en se confrontant à des nouvelles méthodes, souvent on parle dans l'humanité numérique, on dit c'est un peu une révolution, surtout voilà, aujourd'hui avec tout ce qui est IA, etc. On a l'impression que c'est une révolution. En fait, pas du tout. Justement, c'est des nouveaux outils qui permettent de réfléchir sur des questions qui sont vraiment très, très liées à la discipline. Et c'est à partir de ces questions à la fois sur la représentation des circulations d'images et sur la nature des données produites en histoire de l'art que j'ai construit mon sujet de thèse, euh, qui est sous la direction de trois directeurs de thèse, deux historiens du Moyen Âge, dont un en particulier qui a la casquette historien de l'art, et un troisième chercheur qui est un chercheur en maths et qui est spécialiste en fait de modélisation de phénomènes, de phénomènes complexes et de phénomènes en fait qui sont assez éloignés des sciences expérimentales, par exemple sur des questions de sociologie, d'économie, etc. En économie, c'est quand même plus courant, mais voilà, sur comment modéliser des données qui sont étrangères aux sciences expérimentales. Euh, et donc, pour expliquer un peu le sujet de ma thèse, euh, qui est, comme je l'ai dit, historiographique aussi, qui étudie le discours de l'histoire de l'art, je vais revenir brièvement sur à quelle problématique de l'histoire de l'art ça touche en particulier. Je vous ai dit que les problèmes de catégorie, c'était une question constitutive de l'histoire de l'art. C'est parce qu'en fait, dès le début, l'histoire de l'art, elle s'est toujours constituée autour de catégories très marquées, de catégories hiérarchisées. En fait, l'aube de l'histoire de l'art, c'est un peu une espèce de chronique qui a été publiée au XVIe siècle, qui s'appelle Les vies des plus grands peintres et sculpteurs. Et en fait, au lieu d'aborder l'histoire de l'art par les objets, on l'a abordé par les artistes. C'est-à-dire, ça c'est l'art d'un tel, ça c'est l'art d'un tel, en hiérarchisant à chaque fois l'artiste du plus prestigieux au moins bon, le plus prestigieux, les plus grands artistes de l'histoire de l'art officiel étant Léonard de Vinci, Michel-Ange, Raphaël. Et on a toujours pensé ensuite, à cette époque-là et même encore aujourd'hui, on a toujours pensé la production artistique par rapport à la notion de modèle, c'est-à-dire un canon. Par exemple, voilà, la Joconde, euh, l'art de Michel-Ange, le truc supérieur, et les objets qui essaient d'imiter ça. On a toujours classé les objets en fonction de à quel point ils imitent bien ce canon-là, quoi. Et comme cette histoire de l'art, elle a été écrite par un mec qui venait de Florence et qui était un peu payé par les Médicis, je caricature, mais en fait, c'est pas un hasard que le, le- le noyau de la Renaissance italienne, ce soit Florence, en fait. Enfin, du coup, depuis cette époque-là, on a pensé à l'histoire de l'art sur un mode, une polarité centre et périphérie, qui se traduit géographiquement, mais qui se traduit aussi, voilà, en termes de hiérarchie, d'objets, d'artistes, etc. On a au centre, donc Florence, c'est le centre, et tout autour de Florence, on a les pauvres artistes un peu, voilà, un peu ploucs qui essayent de se mettre au niveau des autres. On a toujours pensé l'histoire de l'art de cette façon-là. Ensuite, on a développé la notion d'école au XVIIIe siècle. On dit ça, c'est l'école française, l'école italienne, l'école machin. Et ensuite, au XIXe siècle, on a même parlé de caractères nationaux, c'est-à-dire on essayait de théoriser le fait que la peinture provenant de certains pays, ben, elle était marquée par les caractères de ces pays-là. Voilà, par exemple, les Italiens, ils sont un peu plus frivoles, alors que les Allemands, ils sont très comme ça. Enfin, c'est ce genre de discours. Surtout au XIXe siècle, à une époque voilà, d'impérialisme, de colonisation, où en fait, l'histoire de l'art venait légitimer la constitution des États-nations. C'est-à-dire que de la même façon qu'en France, on avait un roman national, Nos ancêtres les Gaulois, etc., à ce roman national, il fallait que correspondent certaines formes de l'histoire de l'art. Le problème, donc au début, on a dit oui, par exemple, le gothique, c'est vraiment l'Allemagne, ou non, c'est vraiment la France, etc. Sauf qu'on s'est vite rendu compte qu'à certaines périodes, les productions artistiques, elles sont homogènes. Euh, euh, entre eux, surtout, c'est le cas au XIVe et au XVe siècle, où en fait, toutes les productions des grandes cours européennes, elles ont un style très marqué par des formes sinueuses, beaucoup de détails, beaucoup de couleurs. C'est ce qu'on a appelé le gothique international. Et cet exemple, il montre qu'en fait, quand bien même on essaye de construire des systèmes de catégories, des modèles de classification, il y a plein d'objets qui mettent en échec ces catégories-là. En fait, il y a plein d'objets qui sont problématiques.
Par exemple, c'est particulièrement le cas de l'art produit en Europe méridionale, qu'on essaye toujours de classer par rapport à l'Italie, puisque souvenez-vous, l'Italie, c'est le modèle. Mais il y a des choses, on dit, ah, qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas complètement italien, c'est pas complètement français, on galère un petit peu. Et par exemple, en 1904, il y a eu une exposition sur les primitifs français, donc sur le modèle des primitifs italiens. Les Français, ils ont dit, c'est quoi à nous nos primitifs? Et dans cette exposition, on trouvait ce retable peint en Catalogne, en fait. Qu'on pensait être italien, on a dit non, en fait, c'est pas italien, c'est français, et puis au final, c'était catalan. Donc, vous voyez qu'il y a des objets qui se retrouvent à la frontière de ces catégories-là et qui posent des problèmes de classification. Pareil ici. L'iconographie, c'est encore la même chose. Au début, on a pensé que, je ne sais pas si vous connaissez cette expression qui dit que l'art, c'est la Bible des pauvres. Qu'en gros, qu'au Moyen Âge, pour tous les gens qui ne savaient pas lire, en gros, on peignait, on représentait des images qui étaient fixées par le dogme de l'Église et qui correspondaient à chaque fois à une certaine scène, à une certaine notion théologique, etc. En fait, c'est complètement faux. L'iconographie, c'est comme tout le reste, elle est organique. Et en fait, quand bien même on essaye de définir donc, la Vierge d'humilité dont je parlais tout à l'heure, en fait, cette Vierge d'humilité, elle croise plein d'autres motifs de Vierge à l'enfant, donc la Vierge allaitante, ou un motif ici qui est la Vierge de l'Apocalypse, parce qu'en gros, dans le livre de l'Apocalypse, on décrit une femme avec la lune sous ses pieds, enveloppée du soleil, etc. Et en iconographie, c'est pareil, il y a plein de phénomènes d'hybridation qui font que c'est super difficile. Moi, quand j'ai essayé de produire les données sur la Vierge d'humilité, j'essayais de catégoriser ce qui était une Vierge d'humilité ou pas, et en fait, j'avais énormément de problèmes parce que bah voilà, l'iconographie, c'est un phénomène mouvant, de la même façon qu'il y a des mouvements entre les frontières, entre les territoires. Euh, et donc, en fait, c'est ce que j'essaye de développer dans ma thèse, un peu, on va dire, sur un point de vue, dans une dimension théorique, philosophique, c'est que d'un côté, il y a beaucoup de chercheurs qui ont théorisé la production artistique comme un flux d'objets continu, alors que d'un autre côté, l'histoire de l'art, elle a construit ces catégories sur le principe de la discontinuité, sur le principe qu'il y a des unités qui sont fixes, des artistes, des entités culturelles, des motifs, etc. Sauf que le problème, c'est que si on superpose un modèle discontinu à un flux, bah forcément, on rencontre plein de problèmes. Et ces problèmes, par exemple, la notion de transfert artistique, de gothique international, ça montre bien que les historiens de l'art, ils ont essayé de résoudre ces problèmes en mettant au point certains dispositifs en particulier. Mais le problème aussi, c'est que ce discours de l'histoire de l'art, il n'est pas juste sur le terrain des idées, il a des effets sur la nature de ce qui est conservé. Par exemple, euh, je trouve que cet objet, il est très parlant voilà, pour ce problème-là. Ce retable, il représente ce morceau de retable, il représente Marie-Madeleine, qui est souvent habillée en rouge et qui a un pot de dongan dans la main. Sauf que vous voyez ici que au 19e siècle, on lui avait rajouté un enfant, un Christ enfant dans les bras et on l'avait peinte en bleu pour la vendre plus cher. Parce qu'en fait, à cette période-là, donc au 14e siècle en Italie, sur le marché de l'art, une Vierge à l'enfant italienne, une Madone, c'était un peu le must de ce que vous pouviez acheter. Et du coup, on a transformé l'objet pour le faire rentrer dans la catégorie la plus prestigieuse. Et vous voyez que de cette façon-là, en fait, euh, la façon de penser l'histoire de l'art, elle a une incidence sur la nature de ce qui est conservé, parce que, par exemple, ce qui est considéré comme moins prestigieux ou ce qui rentre moins bien dans les catégories, bah, en fait, ça a moins de chances d'être conservé. Quand j'ai travaillé sur les Vierges à l'enfant, là, pour ma carte, en fait, je me suis rendu compte que donc, il y avait une énorme quantité d'œuvres qui venaient de Toscane et des Flandres. Alors certes, c'est peut-être des régions un peu plus dynamiques que les autres, mais la nature du déséquilibre ici est beaucoup trop forte pour que ce soit juste une question de dynamisme artistique. En fait, c'est parce qu'il y a un biais dans ce qu'on choisit de conserver ou pas. Et donc, voilà pourquoi moi, je me suis dit, j'ai voulu analyser les bases de données produites par les institutions patrimoniales pour voir si, d'une part, on pouvait s'en servir pour analyser un phénomène. Est-ce qu'on peut analyser un phénomène historique ou est-ce que plutôt, dans ces bases de données, en fait, on détecte tous ces biais dont j'ai parlé, à la fois le fait la, la- la pensée par catégorie, la pensée hiérarchique, etc. Qu'est-ce qu'on peut voir en fait de tous ces problèmes dans les bases de données? Donc, le discours de l'histoire de l'art que j'analyse dans ma thèse, c'est la production de données, quoi. Alors, cette production de données, elle est faite par différentes institutions.
sur lesquelles je ne vais pas revenir en détail, à part une, donc l'index d'art médiéval de l'université de Princeton. C'est la base de données la plus riche et aussi la plus ancienne. En fait, à la base, c'était un fonds documentaire. euh, C'était un fonds documentaire fondé dans les années 30 d'un chercheur qui s'est dit je vais répertorier tout l'art médiéval qui existe. Alors, bien sûr, il s'est vite rendu compte que ce n'était pas possible. Mais il a élaboré un vocabulaire standardisé pour décrire les œuvres, etc. Et à partir des années 90, toutes ces notices, elles ont commencé à être numérisées. Il y a plus de 100 000 notices, sachant qu'il n'y a que 45 à 60% du fonds documentaire qui a été numérisé pour le moment. Donc moi, pour les questions que je me pose, c'est un peu un matériau inestimable. Toutes ces bases de données, donc voilà, elles sont organisées de la façon suivante. On a d'un côté plein de notices d'objets, avec dans chaque notice tous les éléments qui décrivent l'œuvre. Ce vocabulaire-là, il est structuré comme chez vous. À INRAE, vous avez aussi des thésaurus. Tous ces vocabulaires-là sont structurés dans une organisation arborescente de thésaurus, du général vers le particulier. Donc moi, j'étudie à la fois comment le vocabulaire est utilisé dans les notices, mais également comment le vocabulaire est organisé en grandes catégories de concepts. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, dans toutes ces bases de données-là, même si elles sont produites par des institutions différentes, il y a énormément de similarités. Par exemple, la distribution des descripteurs qui sont utilisés. En fait, c'est une infime partie des descripteurs qui apparaissent dans la majorité des cas. Voilà, les données à INRAE aussi. Et ce qui est intéressant, c'est que donc, si on regarde la courbe de distribution des descripteurs dans toutes les bases de données, ben, en fait, elles se ressemblent. Et ce que me disait mon directeur de thèse, c'est qu'en fait, ce type de rapport, on le retrouve dans d'autres phénomènes, dans plein de phénomènes différents. De la même façon, dans la récurrence des termes qui sont utilisés, ben, il y a effectivement, ça tombe bien puisque toutes ces bases de données traitent des mêmes objets, donc c'est quelque part un peu rassurant, mais on tombe souvent sur les mêmes termes, surtout sur la base de données de Princeton et une base de données française, donc qui s'appelle la base image. Vous voyez qu'il y a couronne, Christ, ange, siège et bench ici. Euh, Ensuite, il y a épée dans ces trois-là. Enfin, voyez, vous avez compris l'idée. Il y a effectivement, on retrouve les mêmes concepts, même s'ils ne sont pas nommés à chaque fois exactement pareil. Et ça, c'est une question hyper intéressante. Comment chaque institution, quand elle est confrontée au même type d'image, comment est-ce qu'elle va la décrire? Et évidemment, elle la décrit pas exactement de la même manière. Donc ça, c'est déjà une des premières choses que j'analyse. Euh, une question que je me pose pour l'index de Princeton, c'est j'ai en fait euh, pour chaque notice, j'ai la date de création de la notice. Et donc une question que je me pose, c'est est-ce qu'on peut retrouver la trace d'intérêt au cours de l'histoire de ce fonds documentaire? Est-ce qu'on peut retrouver la trace de tendance d'intérêt pour certains objets plutôt que d'autres? Alors déjà ici, quand on voit le total des indexations par année, on voit qu'il y a deux grandes périodes d'activité au début de la fondation de l'index, donc dans la première moitié du XXe, et au début des années 2000, quand à l'index d'art médiéval qui était en cours de numérisation, ils ont ajouté un fonds documentaire d'une bibliothèque de New York, donc que des manuscrits. Et alors, par exemple, moi, dans mon cas, euh, on peut voir des choses intéressantes. Si je regarde les indexations par année par origine géographique, en rouge, on a la mention Italie, en orange, la mention Toscane, et en bleu, la mention Catalogne. On voit que l'Italie et la Toscane, bah, elles sont corrélées, en fait, vous voyez. Souvent, ici, ça suit la même courbe. Et vous voyez qu'ici, donc dans les années 80, les objets indexés tous les objets italiens étaient toscans, ce qui n'est pas à chaque fois le cas. Et moi, cette période, elle m'intéresse beaucoup parce que bah, enfin, toutes les Vierges d'humilité, elles ont été indexées dans cette période-là. Et vous voyez qu'à cette époque-là, la Catalogne, la Catalogne enfin, il y a une petite corrélation entre la Catalogne, l'Italie et la Toscane à cet endroit-là. Euh, Autre chose qu'on peut analyser, c'est la complexité des descriptions et des vocabulaires élaborés en fonction du type d'objet. Et il s'avère que pour les madones italiennes, les descriptions sont beaucoup plus complexes que pour des objets estimés comme simples, estimés comme moins complexes. Mais en fait, ça, c'est complètement un biais lié aux archétypes dont je parlais tout à l'heure. Euh, Attendez.
Voilà, donc après c'est ça, c'est certains phénomènes qu'on peut identifier dans l'analyse, je dirais, statistique des bases de données. Et sur la question du modèle, moi j'ai voulu voir donc, est-ce que dans ces bases de données-là, on retrouve cette tension entre le flux des objets et le modèle discontinu, qui est la façon dont l'histoire de l'art pense les artistes, les régions, etc. Et donc pour ça, puisqu'en fait c'est une question, finalement, le fait de catégoriser les objets en histoire de l'art, c'est une question de clustering quelque part. C'est une question de sur quels sont les meilleurs critères pour élaborer les meilleures catégories d'objets. Et donc, bah, j'ai utilisé plusieurs méthodes de clustering qui existent. Par exemple, Word2Vec, où on va vectoriser, en fait, on va projeter euh, les mots, donc en l'occurrence ici les descripteurs iconographiques, on va les projeter dans un espace vectoriel en fonction des mots avec lesquels ils apparaissent le plus souvent. Et donc, en faisant ça, on tombe effectivement vous voyez, sur des paquets, sur des clusters, quoi. Et quand on regarde les œuvres qui sont à l'intérieur de ces clusters, bah, il y a des résultats assez intéressants. Vous voyez ici, on a la fuite en Égypte en haut et le massacre des innocents en bas, à chaque fois sur des enluminures du nord de l'Europe. Donc, effectivement, ça regroupe les œuvres assez bien. Pareil ici pour des crucifixions italiennes. Sauf qu'en fait, moi, Word2Vec, ça m'allait pas trop bien. Comme j'ai pas beaucoup de temps, si ça vous intéresse, je peux revenir sur ça plus tard. Mais moi, j'ai préféré, sur les conseils de mon directeur de thèse aussi, modéliser les descripteurs iconographiques sur la forme d'un graphe de relation basé sur les co-occurrences. C'est-à-dire que à l'intérieur des notices, il y a certains descripteurs qui apparaissent avec d'autres. Enfin, voilà, la fréquence à laquelle certains descripteurs apparaissent ensemble n'est pas toujours la même. Et du coup, j'ai modélisé les relations entre descripteurs sur cette base-là, c'est-à-dire que si deux descripteurs apparaissent ensemble que 3 fois, le lien sera moins fort que s'ils apparaissent ensemble 9 fois. Vous avez compris le principe. Et on se retrouve donc avec un graphe très très dense. Euh, voilà, ici, là. C'est juste pour donner une idée. Mais ce que j'ai remarqué, c'était que quand on sélectionnait un nœud, ses plus proches voisins, donc, c'était les termes avec lesquels il apparaissait le plus. Vous voyez ici pour livre, par exemple, ses plus proches voisins, c'est pupitre, lecture, écriture, calame, majesté, Saint-Jean, parce que ça, c'est lié à l'Apocalypse, parce qu'il y a beaucoup de livres dans l'Apocalypse. En fait, ça, c'est très intéressant parce que en linguistique, c'est quelque chose qui a été identifié. Le fait que on puisse représenter en quelque sorte le sens d'un mot à partir de son entourage proche. Par exemple, si je fais ce type d'analyse sur du discours, un discours lambda, par exemple, le terme été, bah, dans ses voisins, il va y avoir plage, soleil, etc. Et moi, qu'est-ce que ça m'apprend sur l'iconographie médiévale? Ben, en fait, ça m'apprend le contexte dans lequel ce motif iconographique est le plus susceptible d'apparaître. Par exemple, pour la Vierge d'humilité, c'est pas toutes les Vierges d'humilité qui sont accompagnées de ces éléments-là, mais statistiquement, voilà, avec quoi elle a le plus de chances d'apparaître. Et donc, ici, effectivement, il y a par exemple l'Annonciation, ça colle bien. La Vierge allaitante, effectivement, ici aussi. Et je me suis rendu compte que si je faisais des requêtes dans ma base de données uniquement à partir des voisins du descripteur iconographique central, mais pas le descripteur iconographique central, donc c'est-à-dire je fais une requête en disant montre-moi les œuvres dans lesquelles ce motif est le plus susceptible d'apparaître et où est-ce qu'il apparaît pas. Et en fait, on tombe sur des motifs iconographiques qui sont vraiment à la marge du motif qui m'intéressait au début. Par exemple, ici, c'est complètement une vierge d'humilité, mais la personne qui faisait l'indexation ne l'a pas identifié. Ou alors on tombe sur des choses qui sont un petit peu à la limite. Et donc, en fait, on tombe sur la frontière de la catégorie faite par les historiens de l'art. Et vous voyez bien que là, on est dans cette idée de flux, puisqu'en fait, c'est pas une coupure marquée, c'est une coupure graduelle, quoi. Par exemple, ici, on a une Vierge d'humilité, mais qui intervient dans un autre type de scène. Pareil ici pour la Vierge allaitante, on tombe sur des Vierges à l'enfant, où il y avait beaucoup de chances que ce soit une Vierge allaitante représentée, mais ça n'a pas été le cas. J'ai peut-être trop de trucs, je vais peut-être un peu vite. Donc si, enfin, n'hésitez pas après à me poser des questions. Je vais accélérer un petit peu. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai presque fini.
Dans ce graphe de co-occurrence, j'ai fait tourner un algorithme de détection de communautés, donc les endroits dans le graphe où les nœuds sont le plus densément connectés. Et en fait, bah, on tombe sur un énorme machin au milieu avec plein de sujets un petit peu périphériques. Et en fait, dans cet énorme nœud au centre, on a les sujets chrétiens basiques, anges, Vierge Marie, Christ, etc. Et dans les sujets aux alentours, c'est plutôt, par exemple, des choses liées à la médecine ou aux plantes, etc. Donc des trucs qui sont un peu moins connectés que les autres. Mais moi, ce que je me suis dit, en fait, c'est que derrière l'existence de ces endroits hyper denses, c'est parce qu'en fait, ça correspondait à des choses qui étaient surreprésentées dans l'index. Et pour prouver ça, en fait, je me suis dit, je vais prendre les descripteurs qui sont dans chaque nœud et je vais regarder comment ils se distribuent sur les indexations par année et sur la localisation des œuvres. Par exemple, donc ça, c'est les nœuds du milieu. Vous voyez, les noyaux du milieu, ils sont connectés de façon hyper dense avec quelques nœuds un peu plus périphériques. Et vous voyez que ça c'est la répartition de ces descripteurs iconographiques sur l'ensemble du jeu de données. Et donc, ces nœuds ici, c'est les descripteurs qui reviennent le plus souvent. Donc, c'est ceux qui sont distribués de la façon le mieux répartie. Et ceux-là, ils sont un peu moins bien répartis. Et à titre d'exemple, si je veux regarder, par exemple, donc le noyau 0, en fait, ça correspond aux sujets les plus basiques. Donc, vous voyez, croix, Vierge Marie, Christ enfant, ange, etc. Et dans quelle région on les retrouve le plus? On les retrouve le plus en Italie, au début de la Renaissance. Donc, en fait, ce nœud, il existe parce qu'il y a une énorme quantité d'objets qui vient de cette région-là, qui est présente dans la base de données. Et sa répartition par année d'indexation, ça correspond en fait à la répartition standard de toutes les données de l'index. Si je fais avec le foyer numéro 2, là, je tombe sur des sujets beaucoup plus liés à Byzance, donc l'actuel Istanbul. Et là, c'est beaucoup plus lié à la première période d'indexation que vous voyez ici. Ensuite, pour un troisième exemple, ça, c'est le plus marquant. Je vous avais dit qu'à partir des années 2000, c'était beaucoup de manuscrits qui avaient été rajoutés dans la base de données. C'est des manuscrits de la fin de la Renaissance, quoi, donc du 15e siècle. Donc, effectivement, ça marche bien. Donc là, on a un premier ensemble à la fin du 13e, mais la majorité se trouve au 15e siècle, entre Paris et les Pays-Bas, enfin la Belgique. Et effectivement, bah, c'est là qu'ont été faits tous ces manuscrits qui viennent de ce fond-là. Donc en fait, ça marche, enfin, mon hypothèse s'est confirmée, c'est-à-dire que les régions densément connectées dans mon graphe, en fait, elles correspondent à des rapports entre les sujets iconographiques, mais elles sont surtout marquées par l'intérêt prononcé qu'ont eu les historiens de l'art pour certains types d'objets au détriment d'autres. Mais malgré ça, donc là c'est mon dernier truc, malgré ça, moi en fait, j'aimerais voir dans quelle mesure, à partir de ces relations entre sujets iconographiques, je peux émettre une hypothèse euh, sur l'art produit dans d'autres régions. Non, je vais m'arrêter là, je pense. Mais juste la question que je me pose, c'est en fait, à partir de ces relations, dans quelle mesure ces relations observées euh, peuvent m'apprendre quelque chose, malgré le gros biais que représente voilà, l'intérêt pour ces archétypes, le fait qu'il y ait certains types d'objets qui soient surreprésentés dans la base de données, quoi. Voilà, j'ai pas eu le temps de tout dire, mais j'ai déjà pas mal débordé. Voilà, merci.